Pour vous faire un petit peu la genèse du projet, ça fait 2, 3 ans qu'on travaille activement sur ce dossier de dématérialisation du bulletin de paie. La réglementation ne nous a pas forcément aidé à ce sujet. Ah, je n'entends presque rien. Vous m'entendez mal? C'est ça? Mhm. Pour moi, c'est bon. D'accord. Les autres? C'est bon aussi? Ok. Bon, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, ça fait un petit moment qu'on travaille sur ce dossier-là. Faut dire que la réglementation ne nous a pas forcément aidés parce qu'on attendait en fait, on nous promettait un accès à la dématérialisation de l'État. Voilà, donc ça a traîné. Et puis en 2022, un décret d'application est passé qui nous permettait en fait de pouvoir bénéficier du même outil que l'État pour dématérialiser les bulletins de salaire. Sauf que, après avoir pris beaucoup de renseignements, il s'avère que la mise en œuvre euh, est extrêmement compliquée, puisque par collectivité, on nous annonçait à peu près 9 mois de déploiement, plus une personne dans chacune des collectivités référente du dossier pour suivre le projet informatique. Enfin bon, voilà. Ils mettaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes au déploiement. Donc, on a plutôt décidé de chercher d'autres solutions. On a beaucoup travaillé sur ce dossier avec le conseil départemental et Marie-Hélène Mallet, qui était très intéressée par ce dossier. Et on a poursuivi deux objectifs essentiels. Deux objectifs de simplicité. Le premier, qui, qui tenait vraiment à cœur le conseil départemental, on cherchait un outil de coffre-fort pour les agents qui soit très simple d'accès. Voilà, je suppose que comme dans vos collectivités, le conseil départemental a quelques agents qui sont très éloignés du numérique et, euh, et il fallait trouver un outil qui puisse répondre à cette problématique-là, à savoir pouvoir se connecter au coffre-fort électronique sans forcément avoir une adresse mail. Voilà, ça c'est une première des choses. Et surtout, un accès très simple sans qu'il y ait une multitude de renseignements. Voilà, donc ça c'était un premier objectif. Et le deuxième objectif qui était recherché, c'est pour le service RH, du moins les personnes qui font les P, avoir un outil qui ne demande pas 50 000 manipulations. Voilà, on est dans un process de simplification de la démarche, ou du moins de la paix. On ne voulait pas rajouter de la contrainte, on ne voulait pas rajouter quelque chose euh, qui complexifie tous les mois votre boulot. Donc on a pas mal cherché, on a essayé de développer notre propre produit, on a abandonné, on a exploré le marché, voilà, on a vu plusieurs éditeurs. Et on a fini par tomber d'accord avec la société Security, qui, à notre sens, coche toutes les cases. Voilà, donc je vous propose d'écouter attentivement Nicolas Cherminski, qui va vous présenter enfin, sa société ou la société pour laquelle il travaille et nous faire une petite démo du produit sur un bac à sable, on va dire, sur une base de test. Donc, c'est pas la base définitive. On pourra vous montrer les premiers écrans de la base définitive parce que elle est active. L'Alpi dématérialise ses premiers bulletins pour son propre compte au mois de décembre. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir vous montrer les premiers écrans pour rassurer tout le monde. Voilà, donc j'ai assez parlé, je me tais, je coupe mon micro et je passe la parole à Nicolas.
Il faut réactiver. Ouais, Ouais, il faut peut-être que j'allume mon micro, par contre. Toi, tu le coupes, et moi, il faudrait que je l'allume. Voilà, bonjour à tous et toutes. Merci, merci d'être présents ce matin à l'heure du café. Donc, effectivement, l'idée de ce qu'on veut vous présenter, c'est d'abord de vous expliquer un petit peu qui est security.com, parce que nous ne sommes pas forcément très connu, hein, on le sait, et c'est normal, j'ai envie de dire, et vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez également pourquoi nous sommes aujourd'hui un acteur incontournable, en l'occurrence, dans le milieu de l'archivage à valeur probante et des coffres-forts électroniques. Alors, et puis après, bien évidemment, on fera un tour dans l'application pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de sa simplicité d'usage et de son ergonomie. Jean-François, moi je ne verrai pas forcément les posts quand il y a des questions dans le fil de discussion, donc n'hésite pas à m'interrompre si jamais. ouais, je m'en occupe. Je gère le côté chat. Voilà. Alors, hop. Alors, habituellement, je commence toujours par poser la question qui est de savoir si quelqu'un connaissait security.com, ce qu'on a fait la semaine dernière en présentiel. Bon, là, je vous vois pas. Donc, je vous la poserai pas, mais je connais la réponse. C'est qu'en fait, nous ne sommes pas forcément très connus. Et vous voyez mon écran là? C'est bon, Jean-François? Allô? Est-ce que mon écran est partagé? Ouais, Ouais, oui, l'écran est partagé, ça marche. très bien. Par contre, je n'ai pas la bande pour le passer. Voilà. Hop, voilà. Un peu mieux comme ça. Donc, oui, on en était à qui est Security, cet acteur de l'ombre, mais incontournable dans le marché. Alors, Security, c'est une société qui existe depuis maintenant 22, 23 bientôt, 23 années, et qui en soi, dans l'ensemble de ses activités, archive plus de 2000 milliards d'objets numériques et aujourd'hui a ouvert plus de 10 millions de coffres-forts électroniques. Nous sommes présents effectivement dans à peu près 27 pays, mais tout ceci, tout ce travail-là est surtout réalisé par nos partenaires, car en réalité, nous sommes un acteur qui vient compléter des sites Internet, qui vient compléter des portails web. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas forcément visibles. Une nouvelle fois, je donnerai tout à l'heure quelques exemples d'endroits où vous allez pouvoir nous trouver. Peut-être que d'ailleurs, vous utilisez déjà un coffre-fort de security sans le savoir. Voilà, tout ceci parce qu'effectivement, nous sommes toujours cachés derrière un partenaire. Au même titre que l'LP, d'ailleurs, sera un partenaire qui va porter notre solution. Alors, au passage, parce qu'on va parler quand même de 50 années de conservation hein, pour le compte des documents sociaux pour le compte de l'agent, donc il y a une question de pérennité qui va se poser. Sachez que nous sommes filiale du groupe Isagri. Alors Isagri, pour ceux qui côtoient le monde rural, le monde agricole notamment, connaissent peut-être cet éditeur qui est en fait le premier éditeur de logiciels dans le monde agricole, premier éditeur en Europe, avec 120 000 exploitations clientes. Isagri, c'est aujourd'hui un groupe de 2800 personnes. Voilà, donc c'est pas rien. Ça commence, c'est le 9e acteur français en termes de taille d'éditeur de logiciels. Il faut aussi savoir que le groupe Isagri, c'est une société franco-française. Et ça, c'est un point essentiel, notamment quand on travaille avec le secteur public, et vous verrez qu'on a des clients importants dans votre monde. Et c'est vrai que quand je dis une société franco-française, c'est qu'il n'y a pas de capitaux étrangers, donc il n'y a aucun risque que les données fuitent aux États-Unis, en Chine ou je ne sais où. D'accord? Tout est franco-français, c'est détenu toujours par une famille qui est la famille Saval, et c'est important. C'est important parce que nous, en tous les cas, le procureur de la République, quand nous archivons, par exemple, tous les jeux en ligne de la Française des Jeux, voilà, vous avez un premier client que peut-être que vous connaissez, forcément vous connaissez, mais que vous utilisez, utilise nos technologies. Voilà, donc, alors, que fait Security? Security, historiquement, nous éditons la partie droite, c'est-à-dire nous éditons des systèmes de coffre-fort électronique et des systèmes d'archivage à valeur probante. Faut pas trop se compliquer la vie. Les deux répondent aux mêmes besoins, c'est-à-dire conserver du document engageant dans le temps et en assurer l'intégrité, en assurer leur intégrité.
Ce qui va changer entre les deux, c'est surtout dans la partie tir archivage, la partie bleue. Eh bien, nous avons intégré, bien évidemment, toutes les exigences liées au métier d'archiviste. Et encore une fois, dans le monde des collectivités, du secteur public, bien évidemment, les contraintes exigées par les archives de France et autres, en termes de normes, certification, label. Depuis maintenant 7 ans, nous avons commencé à développer un vertical, ce qu'on appelle un vertical métier, qui s'appelle IP, objet de notre échange, qui lui a une vocation, c'est effectivement de récupérer les payes lorsqu'elles sont terminées, quel que soit le logiciel, puisque ça fonctionnera avec tous les logiciels sans adhérence, d'accord, que vous ayez euh, un logiciel Magnus, JVS, Cyril ou je ne sais qui, ça fonctionnera de la même façon. C'est une solution qui est totalement web dans laquelle vous allez prendre des fichiers, les déposer et lui, on le verra tout à l'heure, il va prendre, il va découper, il va assembler les annexes au bulletin, bref, etc. Pour après, évidemment, les déposer dans le coffre-fort électronique de l'agent, si, de l'agent, pardon, c'est pas ou, c'est et en conserver une copie dans le système d'archivage à valeur probante qui va être celui de la collectivité, puisque vous avez l'obligation de conserver au moins 5 ans la copie de ce que vous remettez à vos agents. Et donc, bah, du coup, on a fait d'une pierre deux coups, puisqu'on a les deux technos. Voilà. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que avec nos systèmes d'archivage et ou de coffre-fort électronique, donc nos socles historiques, bah, vous allez pouvoir nous trouver, bon, on l'a dit, dans les jeux en ligne, bien évidemment dans la plupart des banques où nous sommes présents, mais aussi dans les droits d'auteur, dans les coffres-forts de garagistes, voilà, pour les cartes grises, etc. Alors, quelques exemples. Alors, souvent, évidemment, on met en avant les plus gros parce que les gens connaissent, mais sachez que moi, mon plus petit client, par exemple, pour IP, en l'occurrence, dont on va parler, c'est une onglerie aujourd'hui qu'on a en direct et qui emploie 5 personnes. Voilà. Donc, on est vraiment sur tout type de structure, privé, public, grand compte, petit compte. Là où on trouve vraiment là où notre terrain de jeu est le plus favorable, c'est lorsqu'il y a effectivement une multiplicité de structures. Donc dans le cas de l'ALPI va devenir l'opérateur de la solution et va opérer pour l'ensemble des collectivités qui le souhaiteront la solution. C'est-à-dire qu'en fait, hein, l'ALPI aura les clés, votre acteur terrain, hein, d'accord, votre référent local va pouvoir opérer, on sera toujours là, hein, je vous rassure, mais va pouvoir opérer la solution et dispenser les formations, les démarrages et assurer le support téléphonique dans l'outil que nous proposons. Alors, rapidement, quelques exemples. Par exemple, Canon, en bas à droite, si je commence en bas à droite, ils ont une offre logicielle qui s'appelle Salarium, qui fait exactement ce que nous faisons, puisqu'en fait, c'est ni plus ni moins la solution dont on va parler, mais aux couleurs de Canon. D'accord? Par exemple. On peut parler aussi de la SACD, donc ce sont les droits d'auteur. Infogreffe, c'est le portail SécuriGreffe. Les jeux en ligne avec la Française des Jeux, Winamax. Alors là, ce sont nos clients les plus sensibles, puisqu'on va parler de milliards et de milliards d'euros de paris de jeux. Et il nous revient la responsabilité d'en conserver les preuves de jeu pour pouvoir après détecter ou mettre en évidence des, des fraudes possibles ou des suspicions de blanchiment. Voilà. Et alors, sachez que dans ce contexte-là, je m'attarde 2 secondes dessus parce que, étant très sensible, il faut savoir qu'en termes de sécurité, et bien évidemment, tout le monde en profite, vous en profitez aussi, hein, par effet de bord, ces gens-là viennent tous les ans, 3 jours chez nous, pour nous tester l'intrusion, font des tests d'intrusion, des tests de nos technologies antivirus, d'archivage, etc. Donc, en termes de sécurité, ils sont là pour nous tordre le cou. Orange, Orange, c'est intéressant puisque votre facture chez Orange, pour votre téléphone mobile ou autre, et bien, sans le savoir, vous la téléchargez chez nous. D'accord? Il y a un site internet Orange, vous vous connectez, vous avez votre compte, machin, vous gérez les ayants droit, je ne sais qui. Et quand vous allez chercher la facture, eh bien, hop, tac, en réalité, ça vient la récupérer dans un coffre-fort de security.com. Voilà. Ça, c'est un autre exemple. Dans le monde des collectivités, Nantes, c'est sympa, Nantes, parce qu'en fait, c'est un autre usage, c'est le coffre-fort des familles, dans lesquels les familles se connectent et vont récupérer leur facture de transport scolaire.
Voilà, Peugeot, Peugeot PSA ici, c'est quand vous faites un prêt chez Peugeot, vous achetez une voiture chez eux, eh bien, ils vont vous donner un coffre-fort. DocaPost Digipost, si certains connaissent le coffre-fort de la Poste qui s'appelle Digipost, eh bien, il faut savoir que euh, ce coffre-fort utilise notre technologie, notre moteur. Je sois très clair, c'est leur coffre à eux, d'accord? Comme quand c'est une voiture Ford, par exemple, mais qui utilise notre moteur. Donc, ça peut être une voiture Ford qui utilise des moteurs Peugeot, d'accord? Ce qui est le cas parfois. Et donc, voilà, le coffre-fort Digipost, c'est ça, c'est leur coffre à eux, leur service à eux, mais avec le moteur de security qui est celui qui vous servira au quotidien. Voilà, bon, j'ai repris ici quelques exemples d'usage. On en a parlé. Coffre-fort Digipost, donc on est le cœur technique. Orange, les factures. Peugeot, les prêts en ligne, etc. Alors, voilà, dans notre monde, on parle de sécurité, on parle de technologie, mais pas que. En réalité, je pense que la bonne moitié de notre activité et de notre succès tient au fait que nous soyons très contraints par tout un ensemble de normes, certifications, labels et autres. Et bon, de manière prétentieuse, pardon, mais sachez que nous avons a priori toujours le plus beau pédigré qui soit dans le secteur. Voilà, dans les collectivités, évidemment, nous avons un agrément SIAF. Quand il s'agit d'aller devant l'ANSSI, eh bien, on a les experts qui. Hein, voilà, nous avons 5 personnes qui contribuent à l'AFNOR, qui parlent avec la DGFiP dans le cadre de la réforme qui concerne la facture électronique qui va arriver là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous animons des chaires d'université numérique comme La Rochelle, etc. Où nous sommes présidents et cofondateurs de la Fédération nationale des tiers de confiance, etc. OK? Ce qui va être important quand même pour vous rassurer, parce que quand on parle d'agents hein, et de services rendus à l'agent, peuvent se poser des questions d'informatique et liberté. Eh bien, Security, c'est le seul éditeur à avoir obtenu un label de la CNIL. D'accord? Il n'y en a pas d'autre. Ce qui est un gage de confiance supplémentaire. Alors, en termes d'usage, on va effectivement voir maintenant quel intérêt ça représente pour la collectivité, puis ensuite pour l'agent. D'accord? Donc, pour la collectivité, la première des choses, c'est que vous serez tranquille en termes de RGPD, puisque, alors, je sais bien que ce n'est pas le cas dans les Landes, mais ça peut être le cas ailleurs, il y a encore des gens qui distribuent les bulletins de paie par email ou qui font circuler des documents sociaux par email. Eh bien, ça ne se fait pas. Voilà, c'est une exigence de la CNIL. Alors, comment faire quand on ne fait pas par email, quand on n'a pas forcément les bons outils? Eh bien, nous, effectivement, on vous garantit d'être en total respect avec le RGPD. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la solution, elle va respecter le choix des agents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre collectivité peut demain décider de passer à la démat. Vous allez dire, ah bah tiens, maintenant, chez nous, c'est comme ça. OK? Mais la loi dit aussi, et c'est normal, il faut savoir l'entendre, que les agents peuvent s'y opposer. Un agent peut dire, bon, écoute, je suis à 3 mois de la retraite, ou bien c'est pas mon truc, hein, vous avez du monde dans les écoles, vous avez du monde euh, sur le terrain, hein, les espaces verts, la voirie, etc. La population n'est pas forcément toute très à l'aise avec l'informatique. Et donc, dans ce cas-là, l'agent peut s'opposer au coffre-fort et donc il faut bien lui remettre d'une manière ou d'une autre son bulletin. Eh bien, nous proposons, alors il y a 2 possibilités, Jean-François y reviendra tout à l'heure, mais il y a 2 possibilités. Ou bien, vous pouvez nous demander de vous mettre à disposition en téléchargement, dans un téléchargement sécurisé, évidemment, les quelques documents que vous aurez à imprimer pour ces gens-là et vous leur remettez en main propre. Ou alors, vous dites, ben, nous, on confie 100% du traitement à security, que ce soit par voie postale ou dans le coffre-fort électronique. Et à ce moment-là, Security va lancer ça dans des chaînes d'impression industrielle avec un franchissement mis sous pli à des tarifs canons en plus. Et voilà, et les gens recevront donc par voie postale leur bulletin. Quel intérêt pour la collectivité? Évidemment, nous sommes sur des plateformes hautement sécurisées et qui respectent à tout un ensemble de normes, comme on l'a vu tout à l'heure.
que ce soit en termes d'hébergement, en termes de labellisation et autres. C'est un service moderne que vous allez offrir aux agents, proposer aux agents et élus d'ailleurs, puisqu'ils ils sont aussi concernés, si vous le souhaitez. Ça permet malgré tout de gagner du temps. Aujourd'hui, alors évidemment, c'est toujours la question, ça dépend un petit peu du nombre de bulletins, hein, mais quand on a, je ne sais pas, 50 bulletins tous les mois, bah, les imprimer, les plier, les mettre dans l'enveloppe, les remettre, ça peut prendre du temps. Voilà, donc c'est vrai que chez nous, si on réduit à sa plus simple expression le logiciel, ça vous prendra moins de 30 secondes dans le mois pour que tout soit traité. Après, vous allez pouvoir faire étoffer un peu si vous le souhaitez. Mais voilà, en tous les cas, c'est comme ça. Ça fonctionne avec tous les logiciels du marché, on en a parlé. Et puis, effectivement, nous allons archiver de manière certaine les documents, cette fois-ci pour le compte également de la collectivité. Quel intérêt pour l'agent? Eh bien, le coffre-fort est gratuit. Voilà, c'est un service supplémentaire qu'on va offrir à l'agent. Il va le conserver 50 ans ou jusqu'à ses 75 ans, d'accord, de manière gratuite. L'agent a donc la possibilité, comme on l'a vu, de conserver, s'il préfère, la distribution d'un bulletin au format papier. Voilà, donc c'est son choix qu'on respecte. L'agent a un coffre-fort qui a un espace d'archivage de 5 gigas qui lui est mis à disposition. Ça veut dire que le coffre-fort peut être utilisé pour y mettre d'autres documents. On peut y mettre, je sais pas, son contrat de mariage, ses billets d'avion, je ne sais quoi, des vidéos, des bandes son, bref, hein, des photos, ce qu'il veut. Et c'est libre d'usage. Donc c'est important que la personne puisse également utiliser autrement le coffre-fort, puisque l'idée, c'est quand même d'inciter les gens à manipuler le coffre-fort. C'est important après en termes de support, parce que les gens, sinon, perdent leur mot de passe, se savent plus comment ça fonctionne, etc. Même si c'est très simple. Ce qui est important aussi, c'est que le coffre-fort sera conservé, bien évidemment, après le départ de la collectivité d'un agent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un saisonnier qui vient un mois ou deux, eh bien, après son départ, il va conserver gratuitement son coffre-fort. Ce qui est intéressant aussi, c'est que s'il revient l'année d'après, eh bien, on va recommencer plutôt à alimenter son coffre-fort, celui de l'année d'avant. Bref, toutes ces opérations-là sont complètement automatisées et vous n'aurez rien à faire. De la même façon, je vous le dis déjà, vous n'aurez par exemple pas à créer les agents. Vous n'aurez pas besoin d'aller récupérer d'emails personnels que les gens ne veulent pas donner d'ailleurs au passage. Créer automatiquement les agents. Il va également détecter les nouveaux agents, d'accord? Vous embauchez, je ne sais pas, des saisonniers, encore une fois, eh bien, il va tout simplement, dans votre train de paie, détecter les petits nouveaux, leur créer leur coffre-fort, leur envoyer le login mot de passe, enfin, tout est complètement automatisé, vous n'avez une nouvelle fois rien à faire. Euh, voilà. Le support donc, pour les utilisateurs, qui est donc disponible de manière gratuite, encore une fois. Ce qu'il faut aussi savoir, je réfléchis, c'est que oui, pour les métiers, pour les gens qui produisent la paye, donc vous êtes majoritairement les personnes concernées aujourd'hui, vous aurez un deuxième support. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mélanger le support des utilisateurs qui est géré par security.com parce que l'agent peut quitter la collectivité. Et puis, il y aura un autre numéro qui sera un numéro de l'ALPI pour gérer les questions des métiers, vos questions à vous. Le coffre-fort et la CNIL, très important. Sachez que notre système n'utilise pas le numéro de sécurité sociale, c'est interdit. Il apparaît sur le bulletin de paie, c'est un fait, mais nous n'avons pas le droit de le manipuler, techniquement parlant. Donc, nous n'utilisons pas le numéro de sécurité sociale. Pas d'accès possible par un tiers au contenu d'un coffre-fort. Alors, c'est important. Ça aussi, comme je vous disais, nous mettons à disposition un coffre-fort, nous mettons à disposition de l'agent un coffre-fort numérique. Il peut y mettre ce qu'il veut dedans. Eh bien, sachez que personne ne pourra accéder à son coffre-fort. Security ne pourra pas rentrer dans le coffre-fort et voir ce qui s'y trouve. L'ALPI non plus. Vous, collectivité, encore moins.
personne ne pourra aller dans le coffre-fort d'une personne. D'accord? C'est important. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un et fouiller dans ses armoires à la maison. Eh ben, c'est pareil. Ça doit rassurer les gens, tout ceci. Autre point important, c'est la réversibilité. Si demain, vous en avez assez de security ou de je ne sais pas pour quelle raison, vous allez pouvoir très facilement reprendre l'ensemble de vos données, les mettre ailleurs pour utiliser une autre technologie. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, on peut aller voir la solution, mais je vais peut-être m'arrêter là. Y a-t-il des questions à cet instant? Non? OK. Vous Alors, à pouvez- quoi ça ressemble? Ouais, Jean-François? Excusez-moi, Nicolas, si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez réactiver votre micro temporairement ou utiliser le chat pour prendre la main. Voilà. Ouais, n'hésitez pas. Alors, à quoi ça ressemble? Et là, frustration, parce que je vous commence par ne pas vous montrer le logiciel, mais vous expliquer un petit peu comment il va fonctionner. Car en réalité, la solution, elle est très automatisée, hein. On parlait de simplicité tout à l'heure. Elle est très automatisée, donc, a priori, il y a plein de choses que le logiciel va faire et que vous ne verrez pas. Donc, au départ, il y a une phase de collecte. Phase de collecte selon les technos et les éditeurs qui sera plus ou moins automatisée. Bon, dans le cadre de la paye, je ne vous cache pas, et c'est ce que je vais faire en démo dans 2 minutes, on parle d'une manipulation d'une fois par mois, glisser, déposer un fichier. Donc, le fait de mettre en place des connecteurs n'a pas de grand intérêt, si ce n'est pour des grands faiseurs comme l'Apex chez vous, qui, eux, vont produire la paye pour tout un ensemble de collectivités. Donc, il y a effectivement une phase de collecte qui sera mise à disposition des collectivités qui font leur paye elles-mêmes, qui sont des collectivités indépendantes en termes de traitement. Celles qui font appel au traitement du PEX, hein, je ne sais pas si on dit comme ça, ne verront pas cette partie-là, puisque c'est l'APEX qui déposera les bulletins à votre place. Ensuite, le logiciel va prendre, il va contrôler, convertir, découper, regrouper, il va assembler les annexes avec les bulletins, il va indexer ceci également pour, euh, pour en assurer le classement. Il sera possible ou non d'activer des phases de vérification et ou de validation. D'accord? Donc moi, dans la démo, je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais c'est vous qui allez dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, selon l'organisation de la collectivité. OK? Et une fois que la phase de validation est passée, si elle est active, hein, eh bien, on va rentrer dans les phases techniques de chiffrement, redatachement. On va dire qu'on va encapsuler les informations pour après en assurer la distribution dans le coffre-fort de l'agent et une conservation dans le système d'archivage électronique de la collectivité. OK? Alors, hop. Donc, alors, ceux qui utilisent AFI connaissent bien ce modèle de bulletin. Voilà, j'ai terminé mon bulletin ici, j'en ai 75, vous voyez. Donc, vous avez votre PDF de paye. Vous allez tout simplement dans Internet. Alors, je fais une petite parenthèse, Jean-François. On peut quand même montrer déjà que la plateforme, effectivement, elle est active et c'est celle que vous allez utiliser, l'ALPI, pour vos propres payes dès ce mois-ci et qui sera donc mise à disposition des autres collectivités telles que vous-même à partir de début d'année. OK? Alors, moi, pour la démo, je vais me connecter à un autre endroit, même si à l'intérieur, c'est une plateforme de démo ici. Même si à l'intérieur, ce sera similaire. Voilà. J'arrive dans un espace où il y a des fonctions qui me sont attribuées selon les droits que j'ai. Vous pourrez donner des droits, par exemple, à un élu, s'il veut, ou à, je sais pas, à un collègue qui veut avoir accès aux archives, à un élu, si vous voulez, que le maire valide les payes avant de les envoyer. Enfin, voilà. Donc, cette partie gauche est soumise à droit et c'est vous qui allez pouvoir, si vous le souhaitez, donner plus ou moins de droits aux utilisateurs. On voit que là, je suis sur la partie de dépôt. Je peux aller déposer des bulletins, des annexes. Je peux aller déposer également d'autres documents du type contrat, avenant, etc. Alors, hop, j'ai donc terminé ma paye. Je prends mon fichier de paye, je le glisse, hop, dans ma partie bulletin. Voilà, il se retrouve ici. Et quand j'ai déposé, donc là, j'ai pas d'annexe, hein, mais vous pourriez déposer des annexes, des relevés d'heures,
des états d'avancement, des je ne sais quoi. Quand j'ai terminé, j'envoie. Et là, le système, il prend, il importe et il va donc rentrer dans sa phase technique que vous n'allez pas voir, hein, je reprends mon schéma, de contrôle, conversion, découpage, etc. Donc voilà, il est en train de faire tout ceci. Et tout à l'heure, donc je reviens là, dans mon paramétrage là, il va me présenter les documents à vérifier. Parce que j'ai souhaité, une fois que ce travail soit effectué, pouvoir vérifier, en vérifier le résultat. Juste une chose, si vous n'activez pas de phase de vérification et ou de phase de validation, votre travail est terminé pour le mois, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la phase de collecte a été réalisée, hop, c'est parti dans les coffres, c'est validation, parce que c'est quand même important que vous puissiez corriger ou vérifier le travail de PEX. Les autres, bah, si vous ne souhaitez pas avoir de phase de validation ou de vérification, ça peut partir directement dans les coffres forts. Alors, vous voyez quand même il y a plein d'exemples, plein d'onglets, pardon, ici, dont la partie suivie vous permet de suivre l'avancement du traitement qui est en cours. Donc, vous voyez qu'on retrouve ici les petites pastilles, importation, préparation, vérification, et effectivement, notre paye va passer comme ça, pof, elle va sauter d'étape en étape en fonction de l'avancement. Sur les écrans, bon, ben, en termes d'ergonomie, vous pouvez effectivement remonter à chaque fois dans l'historique. Ce qui est à contrôler, vous l'aurez à contrôler. Vous aurez toujours des écrans de recherche à votre disposition sur la plupart des pages. Vous avez ici la possibilité d'ouvrir, par exemple, le fichier. Vous voyez qu'en termes d'horodatage, on a la trace comme quoi ce fichier de paye a bel et bien été déposé à 10h08 aujourd'hui, le 12/12/2023, etc. OK? Donc, je vais voir s'il a terminé, puisque c'est assez rapide. Bon, il a encore pour, à mon avis, quelques secondes. Donc, le temps qu'il termine cela. Est-ce que quelqu'un a une question à ce moment-là? Non? Ok. Je vais juste, excuse-moi Nicolas, je vais juste en Oui. profiter pour parler du fichier qui est déposé. Donc, on parle ici de un fichier PDF que le logiciel AFI va produire. D'accord? Vous avez juste à générer le train de paie ou l'édition PDF de tous les bulletins. Et AFI va générer un seul fichier qui contient tous les bulletins. On a d'ores et déjà demandé à AFI de développer une liaison directe entre AFI et Security, de manière à ce que l'envoi du bulletin de paie se fasse ou du moins automatiquement, sans avoir à se déconnecter ou à se reconnecter à la plateforme Security. On pourra directement les envoyer depuis AFI vers, vers la plateforme Security. Pour les collectivités qui sont à l'APEX, voilà, donc vous avez la possibilité de, si vous le souhaitez, de partir sur cette prestation de démat des bulletins. L'agent qui fait vos paies habituellement, voilà, à la fin du processus, lorsqu'il vous envoie, lorsqu'il vous dit, bon, mais voilà, les paies sont faites, vous pouvez récupérer vos bulletins, ben, en fait, si vous avez souscrit à l'APEX, l'agent les déposera directement sur la plateforme de démat. Voilà. Il y aura plus à les éditer ou quoi que ce soit. Et comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, pour les agents qui, a posteriori, auront refusé la démat, en fait, on a deux choix. Soit vous décidez de vous occuper de rien et auquel cas, Security se chargera d'éditer les bulletins, de les faire partir par la poste de manière à ce que les agents les reçoivent par courrier postal. Mais cette option, bien entendu, est facturable, hein, il y a des coûts d'édition et des coûts d'envoi postaux. On en reparlera tout à l'heure. Et ensuite, ou alors, pardon, ensuite, la plateforme Security est en capacité en fait de générer un fichier, un nouveau fichier, qui contient uniquement les bulletins des agents qui auront refusé
la démat. Et en fait, à la fin du process, si vous prenez cette option-là, vous recevrez un mail, ou du moins l'agent qui est en charge des paies recevra un mail avec un lien profond, un lien sécurisé pour récupérer ce fichier. Et dans ces cas-là, vous n'aurez plus qu'à le télécharger, imprimer les bulletins et les distribuer comme vous le faites maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce process-là? effectivement. Est-ce qu'on peut dire, Jean-François, que tout ce qu'on vient de faire là, la phase Ouais. d'importation, ne concerne finalement que les gens qui produisent leur paye eux-mêmes, ceux qui font leur paye eux-mêmes, hein, les clients autonomes, Ça, et qu'en fait, les gens qui utilisent le service de l'APEX n'interviennent qu'à partir de maintenant, sur la phase de vérification. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour les collectivités qui sont à l'APEX, hein, le job va consister à vérifier le fichier qui est déposé. Alors, on a déjà fait 2 présentations de l'outil et on a eu quelques remarques là-dessus. Euh, ce parcours-là, il est entièrement personnalisable. D'accord? Donc, Hmm. effectivement, cette étape de vérification, elle sera optionnelle si vous souhaitez ne pas la faire. D'accord? Maintenant, nous, on va quand même conseiller de la maintenir parce que même si c'est une vérification qui va se faire en 2 clics, voilà, moi je suis toujours un petit peu, nous sommes toujours un petit peu prudents. On en a discuté avec Cyril, on l'a coécrit ce scénario-là pour les agents de l'APEX. Voilà, c'est toujours préférable de vérifier que le fichier qui est déposé, bah, ce soit le bon. Je sais pas, on ne sait jamais pourquoi, je pourrais dire des bêtises, mais il y a un malentendu, il y a des agents qui ont été payés alors qu'ils n'auraient pas dû. Je sais pas, on peut tout imaginer, Ah, jeter un petit coup d'œil, ça mange pas de pain quand même. Voilà. on peut passer à côté d'une variable, hein, une prime ou autre, Ouais, effectivement, bien et c'est sûr, pas intéressant. Et bien puis sûr. alors, ça a une autre vocation, comme tu sais, Jean-François, c'est que vous pourriez même être amené à compléter le travail de l'APEX Absolument. euh, avec un courrier, et je vais vous le montrer. Donc effectivement, on a vu les 2 premières étapes, et là maintenant, mon train de paye, vous voyez qu'à partir d'un fichier ici, il a découpé 75 bulletins. Alors, il a fait une découpe individuelle. On peut les retrouver en termes d'affichage ici, mais on va les voir ailleurs, puisque dans mon paramétrage, j'ai accès à la vérification et c'est une opération manuelle. Donc là, je clique, je rentre en phase de vérification. Alors, je sais aussi, j'ai cru voir aussi tout à l'heure qu'il y a des agents qui assurent la paye de plusieurs collectivités. Je fais la paye de la mairie, du CCAS, de la maison de retraite, etc. Sachez que ce qu'on fait là, notamment en termes de dépôt, peut être piloté de manière globale. C'est-à-dire que vous pourriez avoir effectivement un point d'entrée, on va dire ça comme ça, par collectivité, parce que ce matin, vous voulez travailler pour le compte de la mairie, cet après-midi, vous voulez travailler pour le compte de la maison de retraite, donc ça peut être, c'est le cas ici de ma démo, ok, là je travaille pour le syndicat, mais mais ça peut également être réalisé de manière globale. Je dépose toutes les payes de toutes mes collectivités. Et après, lui, il ventile. OK? Donc, il y a quand même des fonctions simples quand on gère plusieurs collectivités. C'est par exemple la raison pour laquelle on a un certain succès dans le monde de l'expertise comptable, où un expert comptable, il fait la paye en général pour une personne, fait la paye pour une quarantaine d'entreprises. Donc lui, il n'a pas le temps d'aller à chaque fois dans l'une, l'autre, ensuite la troisième, la quatrième, la cinquième. Non, il dépose les 40 et puis un peu de système identique. OK? Bon, mais ce sont des cas d'usage, on ne va pas rentrer forcément dans le détail, mais qui, effectivement, sont une vraie force de la solution. Là, en tous les cas, je suis donc sur ma paye qui a donc été, qui attend que je rentre en phase de vérification. Je retrouve ici l'ensemble des bulletins que je peux consulter, voilà, que je peux évidemment les rechercher par nom, prénom, adresse, etc. Et hop, voilà, on va prendre monsieur. Voilà, et donc vous voyez qu'il y a pardon, il y a des fonctions ici qui vont me permettre de rajouter des documents. Donc là, j'ai l'ensemble des pages, j'ai monsieur Abdan, et j'ai décidé de
de lui rajouter un courrier qui est signé peut-être par monsieur le maire ou autre. On se solde tout compte si c'est quelque chose que vous faites manuellement. Donc là, j'ai mon fichier, hop, je le glisse. Et ce document-là, vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression que j'ai des petites coupures Internet. Oui, effectivement, Nicolas, ça coupe de temps en temps. Voilà. Désolé. Bon, donc comment je peux faire pour rétablir ça? Non, bon, après, on arrive à suivre, hein, c'est pas. Pardon? Oh. Bon, je vais continuer et vous m'arrêtez si jamais, hein. Donc effectivement, là j'ai déposé un solde de compte, mais je peux également aller donc déposer d'autres documents si j'ai un courrier par exemple X, voilà. Et ce document-là va être donc distribué avec le bulletin de paie. Voilà, donc là j'ai mis mes deux documents qui vont être donc rattachés à la paye de Monsieur Abdan. Voilà, on voit qu'ici maintenant il a deux annexes qui ont été rattachées. OK? Attendez, je vais rafraîchir parce que avec les coupures, c'est pas top, hein. Voilà. OK? Voilà, je retrouve ici mes annexes. Bref, vous pouvez ici compléter donc l'envoi avec des documents qui vous sont propres. Vous pouvez également dire, bah, tiens, la paye de Monsieur Bouboul, ça ne me convient pas, je la sors du lot, elle sera refaite plus tard. Bref, d'accord. Vous pouvez également faire ce type de nettoyage. Vous pouvez également adresser une communication à tout le monde. Par exemple, si vous avez une note qui viendrait du CNFPT ou je ne sais où, que vous voulez joindre à tout le monde. Allô? Oui, oui, Nicolas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, parce que j'ai l'impression que la plateforme, elle a subi également des problèmes de web, là, mais bon, c'est chez moi, hein, c'est pas. Voilà. Donc j'ai dit que j'allais rajouter à tout le monde une petite note interne. Donc dans mon cas, puisque c'est dans 15 jours, je fais un petit flyer, j'ai fait un petit flyer pour inviter tout le monde à venir boire un vin chaud, ce qui d'ailleurs n'a aucun sens dans le cadre du coffre-fort électronique, mais bon, je trouvais ça sympa. Hop, voilà, je dis ce que c'est. Alors pour ceux qui ont l'œil, sachez qu'on va relever, on va rajouter, pardon, la case arrêtée à cet endroit-là. D'accord? J'anticipe la question. Il y aura bientôt la possibilité de rattacher une annexe qui sera de type arrêté. Bon, ce document-là, c'est un document transverse qui peut concerner la mutuelle, voilà, je ne sais quoi, courrier X ou Y, et vous voyez que du coup, il me l'a rajouté derrière tous les dossiers. Et donc, ce document-là, ce petit flyer-là, dans mon exemple, sera distribué avec tous les bulletins de paie des agents. Une fois que j'ai terminé, je Euh, valide. Excuse-moi, Nicolas, juste une petite précision sur cette étape de dépose de documents annexes. Euh, donc, cette étape-là, on a effectivement la possibilité de déposer des documents au cas par cas pour chacun des agents. D'accord? Donc, faut bien, en ce qui concerne les arrêtés, en tout cas, faut bien comprendre que soit vous continuez à faire signer les documents papier, mais pour pouvoir les distribuer, si vous êtes sur du papier avec une signature manuscrite, le document qui est signé de manière manuscrite, ça reste l'original. D'accord? Donc, il faudra bien rendre l'original aux, aux agents. D'accord? Cette étape-là, elle n'a de sens qu'à partir du moment où on est dans un processus soit de signature numérique, parce qu'on va déposer l'original de l'agent dans son coffre-fort, soit pour des documents qui ne nécessitent pas de signature, de l'agent en tout cas. D'accord? La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu droit la semaine dernière à une circulaire qui nous a confirmé qu'en fait, les arrêtés d'avancement d'échelon ne nécessitaient plus de signature électronique, de signature tout court. Voilà. Donc, typiquement, ce genre de document pourrait être déposé à cette étape-là. OK? Nicolas en parlera tout à l'heure certainement. On a même un processus qui nous permet de déposer des documents à base de publipostage pour l'ensemble des documents, pour l'ensemble des agents.
Et bientôt, je l'espère, euh, on aura la possibilité de faire signer les documents au travers de la plateforme. Voilà. On a Mhm. déjà mis ça sur la table pour pouvoir mettre en place ce dispositif-là. Voilà. C'est un enjeu, effectivement, même pour l'ensemble de nos clients. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme c'est une solution totalement Internet, nous, on n'avait pas envie de s'amuser avec des options à droite et à gauche. On n'a pas le temps pour ça. Donc, tout le monde a la même solution. Tout le monde a les mêmes logiciels, modulo, quelques adaptations en termes de paramétrage. Mais c'est du paramétrage. Je parle bien de paramétrage, hein. Ce qui veut dire que je reviens là-dessus, mais si vous voulez pas de phase de validation, ben vous n'aurez pas de phase de validation, mais elle sera malgré tout à votre disposition. Et le jour venu, si 15 jours après vous changez d'avis, hop, vous n'aurez qu'une coche à cliquer pour avoir accès à la validation. Donc, il n'y a pas d'option. Et c'est vrai que dans nos plans d'évolution, du coup, tout le monde profite de tout. Et dans les plans d'évolution, alors là, vous verrez que le coffre-fort de l'agent, parce que là, je n'y suis pas du tout, je suis que sur le métier, hein. L'agent, là, pour l'instant, on n'en parle pas du tout. L'agent, on y viendra tout à l'heure, lui, il accède ailleurs, il accède à MySecurity. Tous les salariés et tous les agents qui ont un coffre-fort accèdent dans MySecurity. Là, on est pour l'instant sur la partie métier puisqu'on n'a pas encore distribué nos bulletins de paie. Et donc, le coffre-fort de l'agent, comme j'en parlais, par exemple, il y a une nouvelle version qui arrive vraiment là sous peu, des premiers trimestres, avec une nouvelle ergonomie, avec une application mobile, avec voilà, plein de choses. Eh bien, tout le monde en profitera. De la même façon que, effectivement, la signature électronique, comme Jean-François le dit, est quelque chose qui va arriver chez nous, mais en termes de processus global dans la solution, eh bien, vous l'aurez à disposition, sans que ça vous coûte, puisque ça, c'est pareil. Euh, Ceux qui utiliseront la signature paieront à la signature. Ceux qui ne l'ont pas, eh ben, ne paieront pas. Enfin, qui ne l'utiliseront pas, ne paieront pas. D'accord? C'est important, cette notion de paiement au consommé. Je consomme pas, je paie pas. Je consomme, je paie. Hein. Et c'est là, ça rejoint ce que disait Jean-François. Ici, on a 74 bulletins. Évidemment, on va payer le dépôt. Mais attention, bon, je me suis amusé hein, avec mon flyer là pour Noël, mais les 76 annexes, elles auront un coût également. Donc, parfois, c'est intéressant de réfléchir à ce qu'on veut mettre dans le coffre-fort ou ce qui a un sens. En tous les cas, on voit que ma paye de tout à l'heure, de 10h08, hop, elle a sauté d'étape en étape, elle a été vérifiée. Donc là, ça y est, c'est bon, elle est maintenant en phase de validation. La validation, ça peut être quelque chose que vous déléguez. Vous avez préparé les paies et vous demandez à quelqu'un d'autre de valider. Vous demandez à monsieur le maire de jeter un œil malgré tout, ou à un chef de service, je ne sais pas. C'est possible. On s'est rendu compte que vous avez, vous, une contrainte, Jean-François en parlera peut-être mieux que moi, c'est que vous, souvent, vous préparez des payes bien en avance pour la préfecture, mais vous ne devez les distribuer que lorsque le paiement a été effectué. Donc, cette partie, cette étape de validation, finalement, elle vous a permis de préparer toutes les paies, d'envoyer l'ensemble des informations à la préfecture pour paiement, et quand c'est payé, donc je crois qu'il y a un calendrier, je n'ai pas tout bien compris, eh bien, vous n'aurez plus qu'à aller ici, voilà, en validation, dire bah, je valide tout. Quand on a des allers-retours avec des métiers, on peut aussi invalider, mais là, je vais tout valider. Hop, voilà, donc vous retrouvez en fait ce qu'il y avait tout à l'heure. Je confirme. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les bulletins sont distribués dans les coffres-forts électroniques ou bien envoyés à l'impression si l'agent s'est opposé à la démat. À l'impression ou remis avec un lien de téléchargement sécurisé, comme l'expliquait Jean-François. Voilà. Là, on voit que notre paye de 10h08, elle a été effectivement, elle est partie d'un fichier. Il y a eu 74 bulletins qui ont été découpés. On s'est amusé, on a rajouté 76 annexes. Et puis Nicolas a validé les payes et en assure, donc assurer la distribution avec derrière l'ensemble de l'horodatage des étapes qui sont conservées dans le système. Toutes les payes qu'on distribue dans les coffres, parce que là, vous comprenez que ça a été distribué dans les coffres ou bien c'est en train d'être imprimé, vous y avez accès dans la partie archivage. Okay, l'archivage, c'est un système donc agréé par les Archives de France qui respecte l'ensemble des normes archivistiques, vont vous permettre, vous, les métiers, d'aller chercher les payes de monsieur Abdan, par exemple,
sur une période ou autre. Et là, je retrouve les bulletins. Je peux évidemment les consulter, les imprimer, les télécharger, mais je peux également demander effectivement à avoir télécharger le lot. Et dans ce cas-là, il va me faire un petit zip, voilà, qui sera en téléchargement dans ma plateforme. Bref. Idem pour les annexes, pour retrouver les arrêtés, pour retrouver toutes ces choses-là. Vous avez accès à des outils que je ne peux pas vous montrer ici, tout simplement parce qu'on est sur une plateforme de démo. Ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, vous allez pouvoir ici suivre euh, dans la partie gauche combien de coffres-forts sont ouverts, combien de bulletins sont à remettre au format papier, quel que soit le mode. Vous aurez après des histogrammes en dessous, hein, voilà. Et surtout, vous aurez ici un élément très important qui est le taux d'ouverture des coffres-forts. Alors, je fais une parenthèse par rapport à ça, parce qu'il y a un enjeu derrière cela. C'est quand vous allez proposer la démat aux agents, vous allez avoir en réalité trois populations. D'ailleurs, l'Alpi vous fera son petit retour d'expérience dans une quinzaine de jours ou dans un mois. Il y aura trois populations. Il y a ceux qui vont tout de suite ouvrir leur coffre-fort. Bon, voilà, c'est super, hein, c'est ce qu'on voulait, donc il n'y a pas de sujet. Il y a ceux qui vont refuser. Et comme j'aime bien le dire souvent, vous les connaissez déjà, ce sont des gens, bon, voilà, on va pas se battre contre eux, ils recevront leur bulletin, quel que soit le mode, mais au format papier, comme c'est le cas aujourd'hui. Et après, la troisième population, qui est la plus importante de toutes, ce sont les gens qui n'ouvriront pas leur coffre-fort. Parce que ces gens-là s'en fichent en réalité du bulletin électronique, du bulletin de paie, tout simplement. Et donc, ces gens-là, eh bien, donc, ne vont pas ouvrir leur coffre-fort. Alors, comme ils n'ouvrent pas leur coffre-fort, la bonne nouvelle, c'est qu'on va malgré tout déposer dans leur coffre-fort, hein, c'est un coffre-fort temporaire, mais on va déposer dedans. Et puis, le jour où ils vont se réveiller, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, ils vont dire, ah, mais ils sont où mes bulletins, j'en ai besoin pour faire un prêt bancaire, pour je ne sais quoi d'autre. Eh bien, à ce moment-là, Security réactivera, donc il appellera Security, hein, puisque toute la relation que l'agent a avec son coffre-fort, c'est pas à vous de la porter, hein, c'est vraiment l'agent, dès qu'il a une question, c'est tu appelles Security, et il doit prendre cette habitude une nouvelle fois parce qu'il peut quitter la collectivité. C'est important. En tous les cas, donc voilà. Donc l'agent, il n'ouvre pas son coffre, mais c'est pas pour autant qu'on ne distribue pas dans le coffre-fort électronique les bulletins, hein. On va ainsi les consigner, les conserver de manière certaine. Par rapport à cela, sachez que depuis tout à l'heure, nous parlons de techno. Bon, ok, c'est bien. Mais en fait, il y a un énorme enjeu de communication. Si on veut atteindre le meilleur score, le meilleur taux en termes de coffre-fort ouvert, justement, puisqu'on en parle, le vrai enjeu va être un enjeu de communication et une communication que vous aurez à réaliser avec vos élus peut-être, mais avec vos agents aussi, pour les rassurer. Et donc, l'ALPI vous accompagnera, vous fournira un kit complet de communication avec des courriers, des affiches, des triptyques, des vidéos, etc. Donc, il y a vraiment un accompagnement fort. Ceci pour rassurer les gens et les convaincre. Voilà. Euh, cette phase est essentielle. D'abord, elle est réglementaire, parce que vous devez obligatoirement, pendant un mois au moins, communiquer avec les agents sur votre choix de passer à la démat. Donc ça, c'est obligatoire. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est important pour faire tomber les craintes des uns et des autres. Et donc, l'ALPI et ou Security, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas les réponses, évidemment, nous serons là pour y répondre, hein. Bon, généralement, c'est est-ce que les serveurs sont basés en France? Oui, bien entendu, sur des sites distants pour éviter les tremblements de terre. Bref, il y a plein de craintes comme ça auxquelles pour lesquelles nous avons des réponses. OK? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, Sauf si tu as une remarque, Jean-François. On peut aller voir le coffre-fort de l'agent. Donc, coffre-fort de On l'agent. peut y aller, effectivement. Juste, il y avait une question juste avant, il y avait deux petites questions. Euh, donc,
Malheureusement, la question était pour les agents qui ont déjà un coffre-fort électronique d'ouvert chez un autre prestataire. Voilà. Donc ça peut Ok. arriver. Donc malheureusement, il n'y a pas de protocole national encore. Nicolas pourra nous en dire un petit peu plus après si vous souhaitez, de transfert automatique ou de raccordement entre plusieurs coffres-forts de différentes sociétés, en tout cas. Voilà. Contre. Donc rien ne vous empêche par contre de conserver tous les bulletins, enfin tous les coffres-forts existants, ou alors manuellement de transférer les bulletins. Mais c'est fastidieux et nous on vous conseillera plutôt de conserver les accès à tous vos coffres. Par contre, pour les agents qui sont pluricollectivités, pour ceux ou en tout cas qui ont plusieurs coffres ouverts chez Security, on pourra demander la fusion des coffres de manière à ce que vous n'ayez qu'un seul coffre d'ouvert même si vous avez plusieurs collectivités. D'accord? Si dans les années à venir, la société ferme, que deviennent les coffres? Très bonne question. Très bonne question. Alors, il y a plusieurs réponses. Puisque on voit bien que même les grosses sociétés sont pas à l'abri, hein, de bouleversements. Alors, dans notre milieu, la partie archivage à valeur probante, on a une obligation de la loi, hein. Une loi nous impose de communiquer au moins 3 mois avant la fermeture d'un service. Si demain Security disparaissait, tous nos clients et utilisateurs, c'est-à-dire tous les agents, tout le monde recevrait une note d'information leur indiquant qu'il faut qu'ils récupèrent ce qu'il y a dans les coffres forts parce que le service va possiblement fermer. Ça, c'est la première des choses, c'est la partie réglementaire. La deuxième chose, bon, on est quand même une société de 2800 personnes, donc ça commence à peser un peu, mais bon, on n'est pas à l'abri, encore une nouvelle fois. On a vu qu'Arkineo de la Caisse des dépôts a basculé chez La Poste. Voilà, donc on voyait que ça peut bouger même chez les gros. Euh, la deuxième réponse, euh, nous déposons, c'est-à-dire que quand on crée un logiciel, on tape du code informatique et ça donne donc ce qu'on appelle du code source, c'est-à-dire c'est le logiciel. Nous déposons toutes les versions de nos logiciels dans une association qui a vocation de conserver ces codes sources et leurs différentes versions pour pouvoir, en cas justement de disparition de l'entreprise, reprendre ces codes sources et les donner à un tiers pour les exploiter. Pour qu'ils les exploitent. Donc, je vous le dis autrement, si Security fermait boutique demain, eh bien, euh, par exemple, Digipost, qui est notre client, aurait tout à fait le loisir de récupérer le code source et d'en assurer la maintenance et l'évolution. Donc, ça me permet de vous donner une réponse qui peut-être n'en est pas une, mais enfin, c'est quand même rassurant de savoir que la Poste utilise notre techno parce que je pense que eux, bon, ils ont un peu de mal à fermer, du jour au lendemain, et que je ne laisseront pas tomber leurs clients. Voilà, donc c'est une petite sécurité supplémentaire. Et c'est vrai qu'on respecte, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des règles de réversibilité qui permet à n'importe qui de prendre, hop, d'un téléchargement de zip, vous récupérez toutes vos données et libre à vous de les déposer ailleurs, puisque c'est dans des formats très ouverts, hein, on ne touche pas au fichier. Si vous recevez un PDF, ça reste un PDF. Si c'est une photo, ça reste une photo. Dans le format dans lequel on l'a reçu, on s'engage sur l'intégrité. Voilà. Que dire d'autre sur cette partie-là? Je pense que c'est bon. Est-ce que ça va pour la question? C'est bon pour vous? C'était Il une faut pas qu'il y ait de communication. doute. Pardon? J'ai deux autres questions. Oui. Pour les agents qui souhaitent regrouper tous les bulletins de salaire et coffres sur la plateforme, devront-ils payer pour faire l'import des données? Non, la fusion des deux coffres Security, on est d'accord, hein, n'est pas payante. D'accord? C'est gratuit. De toute façon, la gestion du coffre-fort pour les agents est entièrement gratuite. D'accord? Les agents n'ont rien à payer pour pouvoir gérer leur coffre-fort. À une exception près,
quand même. En fait, leur coffre-fort, c'est un espace avec le coffre-fort numérique, pardon. Donc, indépendamment de l'espace qui est réservé à la dépose des bulletins et des documents RH, l'agent dispose de 5 gigas en plus, dans lequel il pourra déposer d'autres documents, des factures, enfin, d'autres documents. Si par cas, il s'amuse à déposer des vidéos, des choses comme ça, et qu'il dépasse le quota de 5 gigas qui lui est offert, alors là, dans ces cas-là, Security se chargera de l'appeler pour ben, soit lui proposer de faire du ménage, soit lui proposer une extension de coffre-fort qui lui permettra d'augmenter la capacité de stockage. Quoi qu'il en soit, même s'il atteint les 5 gigas et qu'il est full, ça n'empêchera pas la collectivité de déposer euh, des bulletins dans le coffre. D'accord? C'est vraiment indépendant. Et Et pardon, Nicolas, oui, excuse-moi, tu voulais. c'est complètement vrai. On ne bloquera jamais la production. Ça, c'est important. Il faut que vous le sachiez. Vous ne serez jamais enquiquiné. Et effectivement, s'il y a un agent qui, entre guillemets, qui se lâche un peu, finalement, vous ne serez pas concerné. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir vous enquiquiner avec ça. C'est pas votre sujet. C'est le sujet entre l'agent et security.com. Voilà, c'est important ça. C'est nous qui allons gérer ce problème. Et il y a une autre question, en fait, c'est plutôt une remarque. Elle nous vient du syndicat des baignades qui gère des nageurs sauveteurs avec des agents qui sont, alors, qui reviennent régulièrement ou pas, et du moins qui ont plusieurs contrats. La remarque, c'est ça ne va pas les intéresser. Mhm. En fait, il faut bien dissocier deux choses. Le processus de dématérialisation du bulletin de salaire, il appartient à la collectivité. En fait, c'est la collectivité qui décide demain de dire, bon, ben voilà, moi, maintenant, je décide d'arrêter de distribuer les bulletins en papier parce que ça me prend du temps, parce que j'ai envie de moderniser mon process, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est la collectivité qui décide de modifier son process là. D'accord? L'agent, finalement, on ne va pas lui demander son accord ou quoi, on va lui proposer le service. D'accord? Donc, j'aime pas le mot, on va pas lui imposer parce que c'est pas vrai et parce que la loi ne le permet pas. Ce qu'il va faire, lui, l'agent, c'est choisir de recevoir le bulletin dématérialisé ou pas. A posteriori, effectivement, c'est-à-dire que à partir du moment où on aura déposé le premier bulletin, il aura le choix de refuser ou pas. D'accord? Donc, en fait, il ne faut pas anticiper le fait de est-ce que les agents, ça va les intéresser ou pas. Il faut lancer le process et vous ferez en fonction des réponses des agents. Voilà, c'est pas, il faut pas inverser la charge, en fait. C'est à la collectivité de savoir si oui ou non elle souhaite changer son process. Et les agents vont suivre ou pas. D'accord? Voilà. Et, Un agent pourra donc déposer un arrêt sur sa excusez-moi, plateforme. Oui, excusez-moi, Mathilde Duval du oui, syndicat des baignades. oui. J'ai pas dit que ça allait pas les intéresser, hein, mais je m'interroge sur la gestion après derrière. Par exemple, un nageur sauveteur qui va être embauché une année sur une commune, l'année d'après sur l'autre. En termes justement de fusion des coffres-forts, comment ça se passe? Est-ce que c'est à nous que ça, enfin, la charge va revenir? Enfin, c'est surtout par rapport à cette gestion, par rapport aux adresses aussi, parce qu'en général, ce sont des étudiants pour, je sais pas comment ça se passe pour l'envoi des codes de sécurité, vu que ça fonctionne pas avec l'adresse mail. Enfin, c'est tout ça qui me pose question pour ces embauches, Alors, finalement très, très ponctuelles. D'accord. vous Alors, avez raison, madame. ouais. Alors, effectivement, on s'est beaucoup posé la question parce que le conseil départemental est aussi, et l'école de musique aussi, enfin, il y a plusieurs structures qui sont concernées par cette problématique-là. La fusion des coffres-forts, elle sera toujours, c'est une question qui est à la disposition des agents. C'est aux agents de contacter Security pour demander la fusion. D'accord? Il n'y a pas de... vous, de toute façon, la collectivité, vous n'avez pas la main là-dessus.
D'ailleurs, l'Alpi non plus, je vous rassure. Donc, ce sera à l'agent de faire cette démarche-là. D'accord? Voilà. Euh, Ensuite, concernant la demande d'ouverture de coffre. Effectivement, en fait, on n'en a pas parlé dans le process. Lorsque vous déposez le premier train de paie, d'accord, ou le train de paie, ça va générer automatiquement l'envoi d'un courrier par la poste à tous les agents et élus, ou du moins à tous les détenteurs d'un bulletin de salaire. Et ce courrier, donc c'est réglementaire, hein, ça, ce courrier contient les identifiants de connexion, d'accord, et la procédure de refus. OK? Donc la problématique, elle est effectivement là, c'est que si l'agent, il arrive des quatre coins de la France, il n'a pas forcément une adresse postale sur son lieu de travail, là on a une procédure spécifique où effectivement l'agent pourra contacter Security de manière exceptionnelle pour avoir ses identifiants temporaires de connexion. Voilà. Ok, Oui, c'est merci. important ça. L'idée, vraiment, ce n'est pas d'imposer une charge à la collectivité. En fait, dans le kit de connexion, on a prévu enfin, voilà, on a prévu toutes ces questions-là. Savoir, voilà, j'ai un problème de connexion, j'ai pas reçu le courrier, qu'est-ce que je fais? Hop, je renvoie à un numéro de téléphone ou à une adresse mail. C'est D'accord? ça. Ce que j'allais montrer dans le coffre-fort, D'accord, merci. effectivement. Pardon? Voilà, effectivement, les agents ont accès à un support qui est leur, où ils peuvent nous envoyer des messages par mail ou appeler. Alors, on est à Toulouse, hein, d'accord? Donc, le support est à Toulouse. À tout moment pour effectivement procéder à une fusion, poser leurs questions. La plupart des questions sont liées à la réactivation des logins et mots de passe, hein, parce que les gens oublient. Mais il faut vraiment les inciter. D'abord parce que vous n'aurez pas la réponse. Donc, c'est une perte de temps, autant pour vous que finalement pour nous, parce que nous, après, on va devoir rappeler la personne. Enfin, bref. Mais c'est important. Et c'est notamment important le cas des saisonniers, parce qu'il y a plusieurs stratégies, comme le dit Jean-François. Et c'est vrai que les saisonniers, souvent, ils n'habitent pas sur le lieu là où ils travaillent, en fait, hein. Et ça marche très bien en Sainte-Marie-de-la-Mer, en fait. On a ces clients-là, donc ils sont 40 à l'année, ils sont 120 en été, pour le mini-golf, la piscine et tout ça. Et en fait, voilà. Au début, pour prendre l'exemple des Sainte-Marie-de-la-Mer, ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, non, finalement, on va continuer à imprimer ce qui concerne les saisonniers, on leur remettra en main propre. Voilà. Et puis après, comme ils se sont rendus compte que finalement, il y en a quand même quelques-uns qui venaient d'une année sur l'autre, qu'ils étaient plutôt jeunes, etc., et bien en fait, ils ont décidé d'ouvrir un coffre-fort à tout le monde. Donc, il y a pas. Nous, on propose. Après, c'est vraiment vous qui allez pouvoir orienter, en fait, en fonction de vos usages, ce qui sera le plus pertinent. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain, et à ce moment-là, on changera. C'est pas le problème, ok? C'est vraiment l'idée, c'est que ce soit très malléable et que ça corresponde à votre à votre organisation. Et le sujet des saisonniers, c'est un vrai sujet. Voilà. Alors, attends, Donc, excuse-moi, Nicolas, il y a plein de questions qui tombent. ah, Euh, la collectivité a-t-elle l'obligation de dématérialiser ses P? Alors, non. non, la collectivité n'a pas d'obligation. Maintenant, attention. Euh, Nous, on suit, enfin, quand je dis nous, c'est la fonction publique territoriale. Dans le privé, ça fait longtemps qu'ils sont passés à la démat du bulletin, et ça fait longtemps que c'est dans les mœurs. Dans la fonction publique, l'État, lui, n'a plus laissé le choix. C'est-à-dire qu'il y a des ministères entiers qui ont l'obligation de dématérialiser. Voilà, donc Hmm. l'obligation, elle est tombée. Ministère des Armées, ministère de l'Éducation nationale, c'est tombé. D'accord? C'est-à-dire que par défaut, ces ministères-là n'ont pas le choix. La démat, c'est le process de base. Ensuite, les agents ont toujours la possibilité de refuser, mais l'employeur, en tout cas, lui, est obligé de s'y coller. Hmm. Le premier, euh, à- euh, la- le premier coup de pied dans la fourmilière qu'a donné l'État, c'est, tiens, en 2022, c'est le fameux arrêté qui permet à la fonction publique territoriale et hospitalière d'utiliser l'ENSAP, voilà, l'outil de démat du bulletin pour la fonction publique d'État. Et comme il le fait à chaque fois, en fait, hein, c'est d'abord j'en donne un peu,
Et c'est pour préparer le terrain. Et ensuite, voilà. Alors, on ne peut pas dire ben, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on sera obligé de dématérialiser. On ne peut pas l'affirmer. On n'en sait rien de quoi demain sera fait. Mais au vu de la politique globale de dématérialisation des process qui est en train de mener l'État, tambour battant, on suppose que ça va finir par tomber. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas une obligation. Ensuite, pour la CC de Villeneuve, un agent pourra donc déposer un arrêt sur la plateforme. Alors, je suppose qu'on parle d'un arrêt de travail. Et non, euh, non, non, l'agent ne pourra pas déposer à destination de l'employeur un arrêt de travail. Ce n'est pas une plateforme d'échange ou de communication entre l'employeur et l'agent. C'est l'agent qui dépose des documents à destination. Non, c'est la collectivité qui dépose sur la plateforme des documents à destination de son agent. Mais le contraire n'est pas vrai. D'accord? Hmm. Si lui, par contre, il veut déposer ses arrêts maladie dans son coffre-fort, euh, rien ne l'en empêche, mais ça le concerne à lui. Et de toute façon, la collectivité n'a pas accès au contenu de son coffre-fort. D'accord? C'est quelque chose de très sécurisé. Ensuite, pour la commune de Montfort, l'agent qui ne veut pas dématérialiser pour récupérer le bulletin, il doit donc se rapprocher de Security. Non, l'agent qui fait, donc dans un premier temps, l'agent devra refuser la dématérialisation. C'est-à-dire qu'il devra entamer le process. Donc c'est une URL, je dis que je refuse le process de démat. Dans ces cas-là, voilà, Nicolas est en train de le montrer. Voilà, il doit se connecter, dire quel employeur. Là, bien entendu, il pourra être accompagné pour faire cette démarche-là. Il y a pas de problème. À partir de là, il pourra, donc il aura refusé le démat. Son coffre-fort sera verrouillé, d'accord? Inaccessible. Et l'employeur, lui, recevra, dans ces cas-là, un mail avec la liste des bulletins qu'il devra, pour les agents ayant refusé la démat, qu'il devra réimprimer et continuer à lui distribuer. Pour rappel, et ça, on le fait là depuis les rencontres. Il n'y a pas 50 000 possibilités pour distribuer le bulletin de salaire. En fait, il n'y en a que deux. Il y a je l'imprime et je le remets papier, donc soit par courrier postal, soit de la main à la main. Et normalement, je suis censé même faire contresigner la remise, d'accord? Ou alors, je le dépose dans un coffre-fort électronique parce que je l'ai dématérialisé. Mais il n'y a pas d'autre moyen de remettre le bulletin. Donc, je fais une petite aparté concernant en fait la plateforme que AFI propose euh, pour récupérer ses bulletins, déposer les congés et ainsi de suite. On a eu des collectivités en fait qui se servaient de cette plateforme pour dématérialiser le, euh, le bulletin et arrêter d'imprimer les bulletins. Attention, attention, cette procédure n'est absolument pas réglementaire. En fait, c'est un service qu'on rend à la collectivité pour éventuellement récupérer son bulletin de temps en temps. Mais c'est pas parce qu'on met cette plateforme qu'AFI propose à disposition des agents que ça vous dispense d'imprimer le bulletin et de le remettre à l'agent. D'accord? Voilà, je préférais remettre les choses à plat là-dessus parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de, euh, de, de fausses idées qui circulaient là-dessus. Donc, la plateforme AFI, ce n'est surtout pas un process de démat du bulletin, c'est un service pour récupérer son bulletin et se le réimprimer. Alors, tout simplement parce que, un, si l'agent quitte la collectivité, ben, il n'a plus accès à ces documents-là. S'il part en retraite, s'il est muté, il n'a plus accès aux documents. Donc, s'il ne les a pas papier, ben, il les a tous perdus. D'accord? Voilà. Et je ne vous parle pas des conditions de stockage ou quoi que ce soit qui ne sont pas conformes à la réglementation de la conservation des documents dématérialisés. D'accord? Et il y avait une dernière question. L'accord de la dématérialisation du bulletin de paie ne se fait pas en amont du premier dépôt de la plateforme. Effectivement. Non.
Non, ça se fera au moment de la dépose du premier fichier. Voilà, tout simplement parce que on souhaite minimiser, les manipulations que la collectivité a à faire. Voilà. La collectivité ne se pose pas la question de savoir, tiens, je vais dématérialiser pour cet agent, je ne vais pas le faire pour lui, et ci et ça. Donc, je vais faire une première édition des bulletins que pour les agents qui ont décidé de dématérialiser. Puis ensuite, non, non. Là, on prend tout le monde, on dépose sur la plateforme, et ensuite, l'agent fait le choix de dématérialiser. D'accord? C'est très important. Jean-François, ce que dit Jean-François, pour moi, c'est presque essentiel. Parce que ce processus-là, parce que je pense que si demain la collectivité passe en démat, bon, c'est pour les différentes raisons qu'on a pu évoquer, et donc, on va dire, c'est donc avoir à faire le moins possible au papier. D'accord? C'est-à-dire que l'idée, si vous passez en démat, c'est quand même de convaincre vos collègues que le coffre-fort, ça a un sens. Ça a un sens pour lui et ça a un sens pour la collectivité. Donc, on voit trop, et ça, c'est un conseil que je vous donne. Après, moi, je ne connais pas votre contexte, qui est peut-être particulier ou autre, mais on voit trop souvent, moi, je vois trop souvent des confrères faire une bêtise monumentale, si je peux me permettre. C'est que quand ils démarrent les projets, ils demandent à l'agent, est-ce que vous préférez le coffre-fort ou vous préférez le papier? C'est gentil, hein, en soi. Mais là, vous allez avoir beaucoup d'agents qui vont se réfugier derrière ce qu'ils connaissent. Et beaucoup de sociétés de démat de bulletins de paie, d'accord, des grosses d'ailleurs, pas que des petites, ont à peu près 40%, 45% de bulletins en démat. Moi, je vous le dis, c'est ce qu'on voit chez nos clients. Nous, on est là, enfin, sauf si vous êtes un cas particulier, encore une fois, mais on est là pour aller chercher les 70-80% de coffres-forts ouverts. Et ça passe dans le discours, ça passe dans la conviction qu'on va y mettre. Et il faut expliquer aux agents que c'est un service qui lui est offert en réalité. J'ai envie de dire, il a en plus un coffre-fort électronique. Libre à lui après d'imprimer s'il souhaite son bulletin, s'il veut l'avoir en papier. Mais il a en plus un coffre-fort électronique. Et c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que Jean-François, en expliquant le process, dit très justement, on commence d'abord par ouvrir un coffre-fort à tout le monde, on va dire par défaut. Et après, si l'agent le souhaite, il peut s'y opposer. Et la loi, elle va complètement dans ce sens-là, la loi. C'est ce que dit la loi. D'ailleurs, on vous remettra également des éléments qui expliquent la réglementation, hein, de manière simple. Et c'est un enjeu fort, cette phase de démarrage, pour obtenir le plus possible d'ouverture de coffre-fort. On a quand même deux structures, les pompiers de Paris, alors, il y a 8000 bulletins, malgré tout, c'est pas neutre, hein. Les pompiers de Paris et les chambres de métiers d'artisanat, où on est d'artisanat, le siège France à Paris, on est à 100% de démat, quoi, où il n'y a aucun refus. Donc voilà, il faut qu'on aille chercher ça. Dans les collectivités, dans les sociétés de nettoyage et les endroits un peu plus compliqués, voilà, on n'atteindra pas les 100%, il ne faut pas rêver. Mais en tous les cas, pour moi, c'est à titre perso, 45% de démat, c'est un mauvais score. C'est vraiment pas ce qu'on va chercher, hein. On- Voilà. Juste pour compléter ce que vient de dire Nicolas, on a beaucoup consulté en amont des collectivités autour du département. Pour ne citer que trois exemples, j'ai appelé le conseil départemental de la Gironde, conseil départemental du 64 et la communauté de communes du Pays Basque. Voilà. Euh, En termes de grandeur, d'accord? Conseil départemental de la Gironde, 7000 bulletins par mois. 7000 bulletins par mois. Voilà. Ils ont procédé comme nous, on veut le faire, c'est-à-dire je dématérialise pour tout le monde et je laisse le choix aux agents de dématérialiser. Ils ont beaucoup communiqué. Ils sont aux alentours de 80% de dématérialisation. Mmh. C'est un Ouais, succès, c'est un énorme succès ouais. et le service RH est soulagé, vraiment. Communauté de communes du Pays Basque, même process. On dématérialise, on communique, on dématérialise, on incite les agents à dématérialiser leurs bulletins. On les laisse refuser s'ils le souhaitent, c'est leur droit. Pareil, vaste succès.
Un peu plus de réticence sur les élus, mais c'est en train de monter petit à petit. En fait, les élus, ils ont pris plus de temps que les agents. Voilà. C'est tout. Par contre, conseil départemental du 64, là, ils ont inversé, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par mener une enquête auprès des agents. Et effectivement, le process que décrit Nicolas s'est passé. Ils n'ont pas forcément communiqué sur la réglementation, sur ce que souhaitait faire la collectivité. Et ils se retrouvent avec péniblement 40% de démat, ont beaucoup de mal à redresser la pente, à faire progresser le taux. Et du coup, en fait, parce que vous pouvez vous dire, mais tant pis, c'est comme ça, et puis les agents. Ouais, sauf que derrière, c'est le service RH qui est impacté parce qu'on on n'est pas, on ne soulage pas trop le travail fait par les RH. Voilà. Oui, on va visionner un coffre-fort juste là. Euh, je réponds à deux questions parce que visiblement, cette question des agents qui refusent la démat et qu'est-ce qu'on fait du bulletin, ça pose question. Euh, la collectivité, elle n'a pas à gérer le refus Mhm. de l'agent. D'accord? Elle, la collectivité, elle va simplement recevoir un mail avec un fichier PDF qui contient les bulletins des agents. Et elle n'aura plus Mhm. qu'à imprimer ce bulletin, enfin, ces bulletins, ce ou ces bulletins, à imprimer ce fichier PDF qu'elle va recevoir. C'est tout ce qu'elle a à faire. D'accord? Et bien entendu, après, elle se range les bulletins papier dans les coffres des agents. Voilà. Ensuite, les bulletins des agents qui refusent la démat devront être retirés du dépôt de la plateforme. Non, ça se fera automatiquement. Si l'agent a refusé, alors il n'y aura pas de dépôt sur la plateforme. Voilà. La collectivité, elle, elle continuera à déposer 100% des bulletins, d'accord? Et c'est la plateforme qui fera le tri automatiquement. Pour SIJAC, MNT et autres, en cas d'arrêt de travail, ils nous demandent des copies de bulletins. Je peux donc toujours récupérer sur iFi ou Bien entendu. Si l'agent est en démat, en fait, la collectivité dispose d'un coffre-fort électronique sur la plateforme. Donc, elle pourra toujours imprimer les bulletins depuis Security ou depuis AFI, il n'y a pas de souci. D'accord? Même pour les agents qui sont en démat, même pour ceux qui ne sont pas en démat. Pour ceux qui ne sont pas en démat, on l'a au format papier. Sinon, on l'a toujours dans le logiciel de paye, hein, de toute façon. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, de visionner? D'accord? Un agent qui a choisi de ne pas adhérer à la démat peut-il changer d'avis ultérieurement? Oui, absolument. L'agent peut décider à tout moment de réintégrer la démat ou même il a décidé de recevoir au format dématérialisé. Il se trouve que dans 6 mois, il n'en trouve aucun intérêt, il a la possibilité de se sortir et ainsi de suite. Pour quelqu'un qui va faire quand même, pour quelqu'un qui va faire plusieurs allers-retours, il va quand même lui manquer les périodes où il aura refusé. On ne stocke qu'à partir du moment où il n'a pas refusé. Colin, je te laisse la main pour montrer à quoi ressemble le coffre des agents. Oui, donc effectivement. Alors on est d'accord, hein, je vous précise qu'on est sur l'ancienne version, puisque la nouvelle arrive là, en tout début d'année, avec une belle application mobile. Enfin, il y a plein de choses sympas, mais globalement, le concept va rester le même. C'est-à-dire qu'on est sur, pour ceux qui connaissent, sur des outils du type Google Drive ou Dropbox, hein, avec à gauche une arborescence et puis à droite hein, des fichiers. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, donc les gens vont pouvoir réactiver leur mot de passe ou leur identifiant s'ils les ont perdus. Alors, vous allez voir que par exemple, quand on réactive le mot de passe, c'est pas comme si je réactivais le mot de passe de Sarenza ou je ne sais pas, de Carrefour, quoi. Là, on fait une petite enquête quand même, malgré tout, pour s'assurer que c'est la bonne personne avec le mois de naissance, la ville de naissance, etc. D'accord? Qui sont des informations qu'on s'est trouvé, nous, dans le système. Euh, donc, vous voyez, tout à l'heure, on a dit qu'on n'utilisait pas l'email, et pour autant, je vais utiliser l'email ici, qui est un email personnel, pour me connecter. Comment ça fonctionne? Les gens, alors, il faut savoir, il y a plusieurs choses. D'abord, les gens qui n'ont pas d'email, il y en a encore beaucoup, pourront utiliser le coffre-fort, puisqu'ils auront un identifiant, ils auront un code qui va leur permettre, à la place du mail ici, de renseigner le code, de renseigner le mot de passe provisoire
À ce moment-là, ils vont ouvrir le coffre-fort. Il y a un système qui va prendre en main le fait que la personne va devoir changer son mot de passe, parce qu'évidemment, elle va devoir s'approprier le coffre-fort. Et à ce moment-là, elle pourra également ici remplir son email personnel. Donc, elle pourra substituer son email au code qui a été fourni initialement. Donc, ça permet je répète, de dire que les gens qui n'ont pas d'email, et il y en a, pourront malgré tout utiliser le coffre, hein, s'ils le souhaitent. Et ceux qui ont un email, ils pourront saisir eux-mêmes l'email personnel. C'est très important, personnel, puisque la personne peut quitter la collectivité. Et dans ce contexte-là, il faut qu'elle puisse continuer à avoir accès à son coffre. Et donc, il ne faut surtout pas mettre l'email de la ville, parce qu'à un moment donné, il sera coupé, celui-ci. C'est l'autre raison pour laquelle nous n'utilisons pas l'email pour démarrer les coffres-forts électroniques. C'est qu'en fait, les gens, souvent, ne veulent pas donner leur email personnel à leur patron, à leur employeur. Donc là, je me connecte dans mon bon vieux coffre, hein. J'ai ici une arborescence de fichiers, voilà, où je vais pouvoir déposer tout un ensemble de choses. Alors, comme je le dis, ne croyez pas que je fais le tour du monde tous les 4 matins. C'est faux, c'est juste pour les démos. Mais j'ai la possibilité, donc effectivement, d'aller, ben là, je suis dans mon dossier. La personne va pouvoir renseigner ici un petit problème de cache. Mais bon, parce que normalement, l'écran n'est pas comme ça. Martinique. Voilà, je peux créer des dossiers. Je peux créer des dossiers, sous-dossiers. Excusez-moi, je rafraîchis parce que j'ai un petit problème d'affichage. Voilà. Et donc, dans le dossier ici, Martinique, je peux effectivement aller déposer des documents perso, des photos, des Word, des Excel, ce que je veux. Je vais mettre ici un courrier. Hop, je glisse mon fichier. Je peux aller rajouter une date d'échéance. Si ça concerne, par exemple, mon contrat d'assurance qui expire dans 1 an et je veux que le système m'alerte sur le fait que ce document-là ait bel et bien été, a été périmé, hein, eh bien, voilà, j'aurai donc une alerte qui sera mise en avant. Donc là, j'ai déposé un fichier, je peux bien évidemment le consulter, le télécharger, l'imprimer. Tout ça, normalement, les gens connaissent en fait ce type de fonction. Je retrouve ici, quand je clique, les fonctions par rapport aux droits qui me sont attribués. Je peux télécharger, supprimer, envoyer par email. Je vais pouvoir également télécharger des certificats parce que la différence entre un système de stockage comme Dropbox ou Google Drive, encore une fois, pour ceux qui l'utilisent, et un coffre-fort électronique, se situe dans ce que vous ne voyez pas. Typiquement, je viens de déposer à l'instant un fichier, il m'a déjà calculé et lors du moment, lorsqu'il a scellé, horodaté, haché, ce qu'on appelle le haché, bref, il a déjà calculé tout un ensemble de clés qui me permettent en ligne de vérifier que le document est intègre, que le scellement est conforme, mais également la possibilité de télécharger derrière des certificats. Voilà, il est là-bas, mon petit certificat. Hop, je vais vous l'ouvrir. Et vous allez voir que dès à présent, alors que je viens de déposer ce document-là, j'ai la preuve que, enfin, j'ai la preuve. J'ai un élément qui est signé par security.com qui dit que tel document a bel et bien été déposé tel jour, telle heure, la clé cryptographique, c'est celle-ci, etc. Donc, ce sont des attestations téléchargeables suite au dépôt d'un élément, d'une source informatique dans le système. Pour la partie paye, il y a donc un espace qui est donc réservé à notre technologie pour qu'effectivement elle puisse distribuer du mieux possible les bulletins. Elle va les distribuer par année avec derrière un classement par mois, janvier, février, mars, avril, mai, etc. Voilà. Donc ça, c'est une partie qui pour nous est réservée. Le reste est libre d'usage pour la personne. Le dernier point qui est intéressant, c'est que au-delà des éléments téléchargeables en termes d'attestation et autres, donc là, je suis vraiment dans la partie agent, hein, c'est qu'il y a également un journal qui écrit tout ce qui se passe. Voilà, donc on voit que le 7, hein, quand j'étais d'ailleurs à Dax avec Jean-François, j'ai consulté le journal à 14h53. Donc c'est moi ça. Que j'ai à 51, j'ai regardé les propriétés à 52, j'ai pu consulter les propriétés d'un document. Et c'est donc aussi, c'est également ici qu'on va pouvoir voir que oui, vous avez bel et bien déposé tel jour, telle heure le bulletin à disposition du salarié. Okay. Et quand je dis qu'on peut voir, c'est que autant, je vous le rappelle, autant personne ne pourra aller dans le système
sauf en cas d'enquête judiciaire, mais bon, on en est quand même très loin, hein, parce que les seuls qui pourront accéder, pour ne rien vous cacher, ce sont nos amis de la police qui peuvent ouvrir les coffres-forts dans le cadre de suspicion de conservation de documents pédophiles ou terroristes. Voilà. Donc, on n'en est pas là. Et donc, nous, on ne peut pas aller là-dedans. En revanche, le journal est accessible depuis l'extérieur. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, on va pouvoir effectivement voir que Monsieur Intel a bel et bien consulté le document que vous lui avez déposé. Voilà. Donc, c'est intéressant, c'est comme à la banque, hein, quand vous allez déposer vos bijoux, eh bien, il y a quelqu'un qui va prendre note du fait que vous avez bien présenté votre carte d'identité, vous étiez accompagné, vous êtes rentré à telle heure, tel jour, et que vous êtes resté 12 minutes, etc. Voilà, le coffre-fort, c'est assez simple. Il y a une nouvelle version qui arrive là, incessamment sous peu, vraiment, avec une belle appli. Et voilà ce qu'on peut dire. C'est rien de... Nicolas, il y a une Oui, petite question. ouais, On peut déposer, archiver, mais aussi supprimer à loisir. Si on, ouais, si on supprime un bulletin par erreur, on peut toujours le récupérer? très bonne question. Alors, la norme coffre-fort, la NFZ 42020, permet dit qu'un coffre-fort doit permettre de supprimer un document. Bon, donc un coffre-fort permet de supprimer un document, pour être très clair. En revanche, on est face à des agents de tout type, et donc, évidemment, l'idée, c'est pas qu'ils s'amusent à supprimer Enfin, disons qu'on va éviter que les gens s'amusent à supprimer à tout va. Donc, il y a une corbeille qui est mise à disposition et donc la personne peut supprimer ses bulletins et elle pourra les retrouver dans la corbeille. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas donné la possibilité de supprimer la suite. C'est-à-dire que là, j'ai un document. Normalement, bon, là, bon, je suis sur une démo, donc c'est un peu particulier, mais normalement, je ne devrais pas avoir la possibilité de supprimer le document qui se trouve dans ma corbeille. C'est la personne, si elle veut vraiment supprimer un document qui est dans la corbeille, nous, on pourra lui donner le droit de suppression sur son coffre-fort électronique. Je ne sais pas si je suis très clair, mais ça évite que les gens suppriment de manière hâtive les documents, hein. Donc, il y a un, je supprime ici, dans ma paye, et deux, ensuite, je vais le supprimer dans la corbeille. Donc, c'est vraiment un geste volontaire. Nous, pour l'instant, on n'a pas donné les droits de suppression dans ce qui est dans la corbeille. Mais si pour l'ALPI, pour votre collectivité, vous souhaitez qu'on donne absolument les droits de suppression de ce qui est dans la corbeille, pour nous, c'est une sécurité. Mais après, on pourra donner le droit de suppression, il n'y a pas de sujet, hein. Vous voyez, je peux le faire. Oui. Donc, Donc, c'est la comme vous la voulez. question qui suit, c'est donc on ne peut pas gagner de la place. Si, on peut gagner de la place. Euh, Ah, Encore une voilà fois, une bonne question. l'idée, c'est de pas perdre de la place sur les bulletins de salaire. D'accord? La collectivité, elle, pourra déposer des bulletins, même si le coffre-fort est full. OK? Oui, Ensuite, oui. la relation entre security et l'agent, ça les regarde en fait. Si l'agent Voilà. veut faire du ménage avec security, libre à lui. Mais Il non, faut voir faut pas que s'excuser, il y a pas de question bête. Je pense que ça concerne tout le monde. Il y ouais, avait une question, pardon, excuse-moi Nicolas, il y avait une question également sur la formation des agents. Donc j'ai répondu, mais nous allons mettre à destination des collectivités un kit. Alors, il y a plus. D'accord. Nous allons mettre à disposition des agents un kit de communication, enfin des collectivités qui redistribueront aux agents un kit de communication, d'accord, avec une petite info qui leur permet de comment on se connecte, comment on dépose, tout ça. Nicolas a lancé une vidéo. Il y a des vidéos qui sont mises à disposition des agents. En fait, tout est prévu pour les accompagner, d'accord? Si l'agent vient vous voir en disant, ah, mais moi, je ne sais pas. La seule chose que vous devez lui répondre, c'est OK, mais n'hésite pas à contacter l'assistance security. La relation contractuelle, elle existe et elle est entre l'agent et security. Elle n'est pas oui, entre la collectivité et security pour l'assistance à l'utilisation du coffre-fort pour les agents. D'accord? c'est tout à fait vrai.
L'agent, quand il va ouvrir pour la première fois son coffre-fort électronique, il va valider les CGU auprès de Security. Absolument. L'idée, c'est de vous protéger, hein, quand même. C'est de vous protéger, de moins vous engager, de moins vous engager, de vous engager le moins possible, en fait, hein. Voilà. Et il y a un élément important, on en a pas parlé. Quand on a toujours en tête l'idée de vous simplifier la vie et de simplifier la relation que vous avez avec les agents, vous n'aurez pas à créer des agents. J'y reviens. Madame parlait tout à l'heure des saisonniers. Vous êtes, je sais pas, 15 à l'année, vous embauchez 5 saisonniers, vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous avez déposé donc tout le restant de l'année 15 bulletins. Et puis là, parce qu'il y a 5 saisonniers, ben vous allez en déposer 20, forcément, hein, voilà. Et bien le système, il va créer tout seul les 5 salariés. Enfin, toute la mécanique s'opère de manière complètement naturelle. S'il a déjà un coffre, on sait qu'il a déjà un coffre parce qu'il est venu l'an dernier, il va être alimenté. Enfin, c'est automatique. D'accord? C'est vraiment là pour vous faciliter la vie. C'est comme ça, en tous les cas, qu'on essaye d'œuvrer au quotidien. Toujours mieux faire, mais en tous les cas, on essaie vraiment d'aller dans ce sens-là. Ok. On en a terminé avec la présentation. Il y a déjà eu pas mal de questions. Il y en a une nouvelle. On va trouver les bonnes commandes sur l'endroit habituel des achats. Alors, euh, sur l'endroit habituel des achats, je ne comprends pas bien la question, Sylvie. En tout cas, ce ne sera pas sur la plateforme. Non. Alors, si vous voulez un bon de commande, il faudra me contacter, mais on va mettre, comme on l'a fait pour le pack sécurité, pardon, on va mettre la possibilité de générer votre propre bon de commande en ligne. D'accord? Voilà. Donc ça, vous serez autonome. Vous pourrez faire vos propres simulations. Si vous le souhaitez, on peut d'ores et déjà, et on va parler tarifs. D'accord? Tout de suite. À moins qu'il y ait d'autres questions avant sur le process, sur des choses qui vous interpellent? Non? Bon. Et juste, il y a Ouais. une petite, ça peut être intéressant selon les contextes. Il y a une petite vidéo aussi qui est là pour expliquer aux dirigeants, on va dire aux élus, quel intérêt la collectivité a à passer à la démat. Voilà, ça peut être pas mal aussi d'aller convaincre ses propres élus dans certains cas. Oui, bien sûr. De la même manière, on l'a prévu, on n'y avait pas du tout pensé, puis on l'a prévu suite à la première réunion. Si vous souhaitez que l'on anime une réunion, donc a posteriori, c'est-à-dire pour convaincre vos agents, Oui. on pourra le faire. Alors, c'est facturable, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais on pourra intervenir pour discuter avec vos agents, en tout cas. Voilà. Donc, les tarifs. Les tarifs. Voilà comment ça va se passer. Donc, vous décidez, la collectivité décide de lancer la dématérialisation des bulletins de paie. OK? Donc, elle signe le bon de commande. À la signature du bon de commande, ça va déclencher une première facturation. Cette première facturation, elle va correspondre à la mise en place de la plateforme pour la collectivité, donc le paramétrage de la plateforme, OK, et le premier mois d'abonnement, puisqu'en fait, il y a un abonnement au service. OK? Le paramétrage, on facture 50 euros. Ces 50 euros, c'est une fois et c'est au démarrage du projet. L'abonnement, c'est tous les mois et c'est 10 euros par numéro sirène. D'accord? Donc, ça veut dire que chaque numéro sirène devra adhérer au service. Je m'explique. Une commune qui fait les payes pour sa commune et son CCAS. La commune, c'est un sirène. Le CCAS, c'est un sirène. Donc là, ce sera deux abonnements. D'accord? Contre, si la commune ou alors un CIS, c'est souvent le cas pour les CIS, qui ont plusieurs établissements de paix sous le même numéro sirène, d'accord? Là, dans ces cas-là, c'est qu'un seul abonnement. OK? Donc, c'est 10 euros. Donc, le premier mois, on développe les 50 euros plus le premier mois d'abonnement. 10 euros. Donc, on a 60 euros le premier mois. À ça, il va falloir rajouter
les frais liés au courrier d'enrôlement. Donc, ce fameux courrier d'enrôlement, on en a discuté tout à l'heure, c'est le courrier qui va être envoyé aux agents avec les codes de connexion et la possibilité de refuser. Ça, on n'a pas le choix, c'est réglementaire. D'accord? Ce courrier, il est facturé 50 centimes par courrier. D'accord? Ce à quoi il va falloir rajouter, bien entendu, les frais postaux. Les frais postaux, là-dessus, on a trois options. Trois options, c'est trois options de la Poste, hein. Le G2, G3, G4, qui correspondent en fait au nombre de jours de réception du courrier. D'accord? J'ai les tarifs je ne les ai pas en tête, je les ouvre. Ça s'échelonne de 1,264 € pour le tarif le plus cher en G2 à 0,689 € en G3 et 0,614 € en G4. Alors, Mhm. l'adhésion à l'APEX va se rajouter à Security. Deux factures. Oui, c'est deux facturations différentes. L'APEX, c'est une chose. Security, ça n'est une autre. D'accord? Voilà. Donc, nous, on conseille de prendre le tarif le moins cher, hein. Le G4 suffit amplement. Nicolas, tu confirmes mes dires? Je confirme, parce que Voilà. ça, au-delà du prix, évidemment, on a appris l'autre jour, hein, tu te souviens du prix d'un timbre dans le public? Il faut quand même l'avoir en tête, hein. C'est très cher aujourd'hui, c'est un Mais euro dix. Je sais ouais, plus combien. le tarif d'envoi, je sais plus, je l'ai plus en tête, mais c'est très cher, ouais. Très cher. On est pas pratiquement à 1,20 € aujourd'hui, un timbre. Il faut savoir que donc la prestation, quand nous on l'envoie par voie postale, on ne fait pas de marge dessus. Et finalement, le timbre, plus l'enveloppe, plus le pliage, plus tout ça, équivaut pratiquement à uniquement le prix du timbre dans le public. Voilà, je vous le dis comme ça. Donc, ça peut être intéressant d'y réfléchir. Et ce que je voulais dire aussi, Un c'est euro que moi, vingt-neuf. j'aime bien, pardon, moi, j'aime bien le tarif, effectivement, à J+4, parce que ça crée quelque part un petit peu de frustration chez ceux qui n'ont pas la démat. Et voilà, ils sont servis, hein, certes, mais ils doivent attendre un petit peu plus longtemps. Et c'est peut-être aussi un moyen d'inciter les gens à aller vers le coffre-fort électronique. Voilà. Le tarif G4, c'est 0,614. Voilà. Ouais, Pour info, c'est 1,29 € le prix du timbre vert. À la page, je ouais, vais regarder. Au 1er janvier effectivement. 2024. Donc, premier mois, on est à 60 € de frais fixes, plus si vous avez 20 agents, ben, 20 bulletins, hein, c'est 20 fois 0,50 pour les courriers, plus 20 fois 0,614 pour l'envoi de ces courriers. D'accord? Ça, c'est la première, c'est des frais fixes, c'est la première facturation. Et ensuite, tous les mois, on facture au document. Donc, si c'est un bulletin, ben on va facturer 0,50 50 centimes le bulletin de dématérialisation plus 10 € d'abonnement. D'accord? Donc, si vous voulez une petite simulation pour 20, 20 bulletins, d'accord? Le premier mois, donc les frais fixes, c'est 82,28 €, 82,28 €, pardon. Et ensuite, tous les mois, on est à 20 euros. D'accord? Alors, le 20 €, ça correspond à 100% des agents qui ont choisi la démat. D'accord? Là-dessus, je ne comptabilise pas les quatre agents qui ont refusé la démat. Parce que là, du coup, il faudrait non pas prendre 20, mais 16. D'accord? Puisque ces quatre agents-là, si vous décidez d'imprimer les bulletins pour vous, ça ne vous coûte rien. D'accord? Mais 4 fois 0,50, vous voyez, c'est peanuts, quoi. Il n'y a pas trop d'impact sur le budget. OK? Oui, bien sûr, il faut comptabiliser également les élus. En fait, on comptabilise tous les agents enfin, toutes les personnes qui ont un bulletin. Si vous le souhaitez, je peux vous faire des simulations personnalisées en fonction du nombre de bulletins que vous avez.
Je vais vous mettre une adresse mail sur le chat. Vous m'envoyez un petit mail, dematbulletin@alpi40.fr. M'envoyez un petit mail à cette adresse-là, d'accord? Et je vous envoie le détail de ce que ça pourrait vous coûter. Alors, bien entendu, hein, on reste très prudent. Les tarifs ne seront votés que le 19 au soir, d'accord? On ne sait jamais. Bon, je pense pas que ça changera, mais en général, ils nous suivent là-dessus. Mais voilà. Il y a rien de... Ne prenez pas ça pour un bon de commande, en tout cas, hein. D'accord? C'est une information pour vous. Je tiens particulièrement à souligner l'effort que tout le monde a fait sur ces tarifs-là, euh, parce que ça, on a beaucoup discuté et Security a compris l'intérêt de notre projet. Notre projet, en fait, c'est de pouvoir proposer ce service-là à l'ensemble des collectivités du département, d'accord? De la plus petite, qui n'a pas beaucoup de moyens, à la plus grosse. OK? À titre de comparaison, le tarif public de la démat du bulletin, c'est 0,48 centimes hors taxe. D'accord? C'est un abonnement aux alentours de 35 euros hors taxe. C'est un déploiement, des frais de déploiement aux alentours de, je ne sais plus, 400 euros, c'est ça, Nicolas? Quelque chose comme ça? Non, on est plus cher que ça, c'est 990 euros. Ah, 990 euros. C'est ce que Donc, vous facturera Cyril, par exemple, qui est un partenaire de premier choix pour nous. voilà. Ils ne sont pas passés dans un mode opérateur pour être transparent avec vous. C'est-à-dire que Cyril fait finalement de la revente. Alors, on travaille excellemment bien ensemble. Alors que l'Alpi a pris, je sais pas, le risque, en tous les cas, a pris pour lui le contrat. Et le fait de prendre le contrat fait que l'Alpi peut négocier sur des volumes et donc, du coup, profite de tarifs très préférentiels. Mais c'est normal, c'est le but du jeu. Et après, j'ai envie de dire, dans le privé, certains feront de la marge. Dans le public, comme à l'Alpi, c'est pas le cas. Et tant mieux pour eux. C'est pas notre vocation première. Euh, Faut-il que la collectivité prenne une délibération? Non, la collectivité n'a pas à prendre une délibération pour choisir la dématérialisation. D'accord? C'est de son propre, c'est son choix. Elle n'est pas obligée de prendre une délibération. 50 centimes le bulletin, c'est un prix ferme pour une année où peut-il évoluer? Euh, Et Si alors, on arrive de l'Alpi, ils sont directement liés au tarif de Security. Les prix, en tout cas, sont relativement fermes. On a, alors, voilà, je ne peux pas non, non, décider à la place des élus. Jean-François, la question, la façon dont la question est posée peut amener, enfin, moi, m'oblige à préciser quelque chose, si je peux me permettre. Quand vous déposez un bulletin, vous payez donc 50 centimes. Hein. Euh, c'est point, c'est terminé. Vous déposez une fois, vous payez une fois. Ce n'est pas un prix par année. Tu vois, la façon dont elle est posée la question, je préfère préciser, ce n'est pas 50 centimes, c'est pas pour l'agent 50 centimes. Comment dire, s'il a déposé 12 bulletins dans une année, vous n'allez pas payer ces mêmes 12 bulletins chaque année. C'est pas un stock qui va gonfler et que vous allez payer. Vous payez une fois pour que ce document-là soit conservé 50 ans. Ça veut dire que Ah si oui, la d'accord. collectivité, elle a 10 agents, eh ben, elle dépose pour 10 agents, elle paye pour 10. Si l'année d'après, il y a plus que 3 agents, ben, elle dépose pour 3, elle paye pour 3. C'est tout. Oui, c'est ça. La facturation, elle se fait au consommé. C'est C'est-à-dire que ça. on facturera au réel le mois passé. Donc, au mois de février, vous déposez 56 bulletins. On facturera 56 fois 0,50. Le mois d'après, vous en déposez 48, on facturera 48 fois 0,50. On a compris, mais est-ce que le tarif peut changer? Est-ce qu'en 2025, ce sera 0,50 ou 0,60? Ben alors, ce sera 0,50. Et encore une fois, c'est les élus qui fixent le tarif. Nous, on n'a pas vocation à le faire évoluer.
Voilà. Non. Non. Notre volonté, c'est d'être en dessous des prix du marché. Vraiment. Et il y a Peut-on même, recueillir l'avis du CST avant le déploiement? Non plus. Après, j'ai envie de vous dire, euh, il est toujours préférable de communiquer et d'en parler à tout le monde. D'accord? Donc, si moi, je serais d'avis de conseiller d'aborder le sujet au CST. Voilà, en disant, la collectivité va dématérialiser, on va expliquer le process et ainsi de suite. Petit retour d'expérience. Donc, je vous dis, mois de décembre, c'est la première paye que l'Alpi va dématérialiser pour ses propres besoins. Donc, vous avez une obligation 30 jours avant, au minimum. Vous devez avoir informé les agents d'une manière ou d'une autre du choix de la collectivité de dématérialiser. Donc, on a un courrier type qu'on vous mettra à disposition. Ce courrier, vous avez le choix de le remettre de n'importe quelle façon. D'accord? Donc, soit de la main à la main, soit si vous voulez l'envoyer par courrier, mais c'est vous qui vous chargez de la distribution de ce document-là. D'accord? Ça ne vous est pas facturé, on vous le donne, on vous le donne. Donc, nous, on a fait le choix de tester un outil de signature électronique en interne qui, je l'espère, nous servira demain pour signer tout autre type de document. Cette signature, en fait, était là juste pour approuver le fait qu'ils avaient bien eu le document. Et pourtant, il me semblait qu'on avait communiqué déjà en interne, et forcé de constater que pas assez. Donc, ça a soulevé pas mal de questions, pas mal d'interrogations, d'inquiétudes, de ça, si, voilà, il a fallu organiser un petit point d'une demi-heure avec tous les agents pour réexpliquer tout le process, pour rassurer, pour dire que à tout moment, les agents pourront, s'ils le souhaitent, refuser ce process-là et ainsi de suite. Voilà. Une fois la réunion passée, voilà, il y a pas eu de souci et on verra. Là, pour l'instant, on n'a pas les stats de refus, mais j'ai bon espoir qu'on soit proche du 100%, en tout cas. Y aura-t-il une convention ou autre entre sécurité et la mairie au départ pour tarifs et autres? Ou est-ce que l'Alpi... a- Non, l'Alpi a souscrit un contrat avec Security, donc c'est nous qui sommes dépositaires de l'offre. La commune prend un bon de commande avec l'Alpi, puisque c'est nous qui sommes titulaires de l'offre. Donc il n'y a pas de relation contractuelle entre la collectivité et Security. La seule relation qu'il y a, c'est entre l'agent et Security. Donc c'est nous qui garantissons les tarifs. C'est pas Security en fait. et j'ai envie de dire, il y a même un levier vous allez pouvoir tous contribuer. C'est on a prévu un palier, on a prévu une dégressivité dans les prix si les collectivités jouent le jeu. Donc, faites, enfin, n'hésitez pas à y aller, ça vous sera profitable. C'est ça. Bon, les paliers sont grands, hein, mais voilà. Là pour l'instant, on est sur des tarifs vraiment très très attractifs, vraiment. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clore cette matinée d'information. Je tenais sincèrement à vous remercier tous et toutes de votre participation. C'était c'était chouette qu'on voit autant de monde. Voilà. De toute façon, on savait qu'il y avait de l'intérêt. L'enquête nous a montré, il y a eu beaucoup de réponses à l'enquête qu'on a montée en ligne, vraiment beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé et faites-nous signe. On pourra répondre à toutes les questions a posteriori. Voilà. Bonne journée. Merci Merci à tous. Nicolas. Merci Jean-François et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.